Salut à tous, épisode 5 avec l'équipe Astana. On est en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2019 et on a un esprit revanchard. Revanchard, pas nécessairement par rapport à Fuglsang qui n'a pas brillé mais qui n'a pas sous-performé spécialement depuis le début de saison. Non, là c'est vraiment un épisode où on l'attend de pied ferme et puis surtout revanche par rapport à quelques résultats un petit peu ternes et qui nous ont laissé un petit peu sur notre faim, notamment hein, à l'épisode 4. Mais encore une fois, moi j'étais pas inquiet du tout. Je sais très bien qu'il y a des moments plus ou moins glorieux et je vous assure, sans rien spoiler, parce que je suis pas avancé beaucoup plus que cette partie-là, que cet épisode-là, mais je suis certain qu'en fait le meilleur est à venir et qu'il faut surtout pas s'affoler. Puis on avait déjà eu quand même 2-3 jolies victoires. Hein. On était quand même content de prendre les Strade Bianca avec Omar Fraile. Je crois que c'était quand même assez sympa. Kurt Nielsen qui va chercher San Remo, voilà, Omloop, une étape sur Tirreno. Moi, je suis quand même assez satisfait parce qu'au niveau des classiques, on n'est pas ridicule, et au niveau des tours, eh ben, eh ben, on va, ça va se décanter tout ça. On va monter en intensité. Alors là, petit zoom sur la prépa de certains, notamment Miguel Angel Lopez. En fait, Miguel Angel Lopez, il est un peu en retard de prépa pour le Giro. Alors, la faute à un petit peu de blessure, de maladie à un moment donné, et puis aussi cette blessure maladie, en fait, a eu un impact sur le premier pic. Et si votre premier pic il est décalé, ben, votre deuxième il l'est aussi quand les pics sont rapprochés. Et c'est donc toute la problématique. Du coup, je retravaille un peu le programme et à la place d'une semaine de repos pendant le Pays Basque, non, à la place d'une semaine de repos pendant le Tour de Turquie, ainsi que des stages de préparation au Giro, bah on remplace ces présences sur le Tour du Pays Basque, à laquelle on va ajouter le Tour de Turquie pour simplement avoir des jours de course. Ainsi, on aura un calcul que je vous ai détaillé à droite, qui nous permettra eh bien, d'ambitionner le déclenchement d'un pic de forme à quel moment au matin de l'étape 2, du coup, puisqu'on rajoutera 3 points à 97,5. Donc, vous allez me dire, tu aurais pu le laisser décaler, c'est vrai. Honnêtement, c'est encore un truc que je n'exclus pas à ce stade-là, puisque on peut encore modifier, tant qu'on n'est pas allé par exemple sur Tour de Turquie, on n'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé d'y aller. On pourrait éventuellement le zapper et se dire, en fait, Tour de Turquie, ça me permettrait de reculer le pic jusqu'à l'étape 9, on va dire, et au final, c'est peut-être pas un si mauvais calcul. Voilà, c'est encore en chantier, mais en tout cas, s'il faut l'avancer, le pic, voilà ce qu'on fait. Après, il y a aussi la question de Fuglsang, parce qu'en fait, dans cette équipe, on a eu des gros problèmes de santé. On a eu tous nos principaux coureurs, quasiment, à part les frères Essaguirre, qui ont été touchés à un moment donné. Et il y a eu du retard incroyable de préparation. Imagine un Fuglsang qui se retrouverait en l'état, là, à ne même pas être sous pic à Liège, quoi. Ce qui est une hérésie, puisque c'est exactement ce que je visais pour lui. Bon, ça va être réparé par une toute petite modification. Voilà, c'est le Brabantse Pile qui va nous permettre d'avoir notre pic le matin de Liège. Vous allez me dire, ouais, mais c'est nul, tu aurais dû l'avoir sur Pays Basque, Amstel, Flèche, Liège, il y avait moyen. Hein. Et c'est normalement l'objectif de départ. Hein. Et ouais, mais manque de peau, je me suis pris 2 fois de la maladie. 2 fois de la maladie, genre 2 fois 4 jours, quelque chose comme ça. À l'arrivée, ça me prive de points précieux. J'aurais pu rattraper le truc en le faisant courir sur Catalogne, mais Catalogne était une semaine de repos pour lui, ce qui fait que, à l'arrivée, si je décale la semaine de repos, mais qui va quand même sur Tour du Pays Basque, ça tombait pas génialement bien en fait. Et donc voilà, il a fallu composer avec les contraintes. J'avoue qu'au niveau blessure, on n'a quand même pas été fadé. Hein. Waouh, euh, je me suis jamais pris autant de blessures sur un début de saison qu'avec cette équipe Astana. Donc bon bah écoutez, c'est un paramètre hein, qui au moins vient un peu complexifier le jeu et nous prendre la tête, mais moi j'aime bien me prendre la tête en fait. Je trouve que c'est aussi l'intérêt de ce jeu, c'est quand même un jeu de stratégie, même si c'est un contexte sportif. Ça reste tout de même un jeu de stratégie, et en ce sens-là, tout ce qui nous fait réfléchir pour essayer d'améliorer est positif. Allez Jacob,
il faut frapper fort sur ces pourcentages du prologue, pourcentage assez élevé. Vous avez vu, ça finit à 22% et tout, c'est un truc de fou. J'ai encore les images en tête de la course IRL en avril dernier. Là, je trouvais que c'était assez impressionnant. Ce prologue était génial. On va essayer de ne pas se faire submerger. Heureusement, là, dans la descente, on peut vraiment aller à effort max pour essayer d'effectuer un rapproché par rapport au meilleur temps qui appartient à Tom Dumoulin, finalement, devant Geraint Thomas. Voilà, après recalcul, on a perdu une petite seconde après officialisation des résultats. On se retrouve à 25 secondes de Tom Dumoulin, mais déjà en troisième position, ce qui est quand même déjà pas un drame, parce que quand vous êtes déjà 25 secondes sur Dumoulin, il y a le terrain pour les reprendre. Les 13 secondes sur Geraint Thomas, c'est la même chose. Et puis on a quand même la satisfaction d'avoir laissé derrière nous, mais je pense par exemple à un Kwiatkowski. Parce que Kwiatkowski, quand il s'accroche à vos basques, sans jeu de mots, hein, on n'est pas bien du tout. Et s'il avait démarré le Tour du Pays Basque avec de l'avance, Kwiatkowski, punaise, ça aurait été super délicat de le décrocher après sans pousser une deuxième paire, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le mec est injouable. Alors, il y en a un autre qui a une deuxième paire, voire même une troisième, c'est Alejandro Valverde. Et puis, jolie arrivée pour les favoris là, de ce type d'étape, puisque c'est quand même Valverde, Alaphilippe, Kwiatkowski qui viennent. Franchement, quand vous avez ces trois-là, euh, vous pouvez juste vous dire, bah, ça va, j'ai pas perdu de temps. Et puis il y a aussi un truc, c'est que sur le Tour du Pays Basque, il n'y a pas de bonification à l'arrivée, ni d'ailleurs sur les sprints intermédiaires. Il y a un seul endroit où il y a une bonification sur ce Tour du Pays Basque, c'est l'étape 6. Voilà. L'étape 6, elle offre une grosse bonif. Elle offre, je crois, 20, 12 et 8, quelque chose comme ça. Premier, deuxième, troisième. Mais sinon, il n'y a jamais de bonification. Donc tout se joue au temps qui est pris à l'arrivée. Alors moi, vous voyez, je m'amuse un petit peu quand même à envoyer des échappées, j'essaye d'animer un peu la course. C'est difficile, hein. C'est délicat, hein, parce que vous avez la Movistar qui roule beaucoup pour Alejandro Valverde, vous avez la De Koenig Quick-Step fidèle à ce qu'on connaît d'elle, qui évidemment roule pour l'ami Julien Alaphilippe, et puis la Sky Ineos plutôt, Ineos qui, de toute façon, quand il faut faire mal aux autres, elle est toujours là, et à plus forte raison dans Pro Cycling Manager, puisqu'en fait on sait que, à l'image du Tour de France qui vient de s'achever, Ineos, ils cherchent pas à gagner nécessairement les étapes, ils visent les classements généraux, mais là, pensez, Kwiatkowski il se bat comme un diable à chaque fois. On a Geraint Thomas donc toujours dans la course. C'est encore une fois un sprint entre spécialistes, hein, entre spécialistes punchers, donc avec encore un Alejandro Valverde qui cueille cette étape, ça en fait déjà deux. Il est super super fort là, mais à la limite, vous voyez, par rapport à ce que je vous avais dit sur le Tour de France que j'ai joué avec Thibaut Pinot, la Groupama FDJ, où je déplorais un petit peu certaines choses, alors qu'on voit là qui est-ce qu'il faut privilégier au classement, hein. Il y a par exemple un Yonis Aguirre peut se sacrifier, un Omar Fraile également. Bon, jolie perf de Sanchez, hein, au passage. Donc, comme je vous disais, bah, il y a vraiment Tour de France, moi j'avais terminé de manière un petit peu amère au-delà de ce qui s'est passé dans la réalité, qui était excessivement attristant. Non, mais surtout par rapport finalement au déroulé de cette partie, elle me servira, hein, elle me servira pour Astana. Parce qu'en fait, le fait de l'avoir joué une fois déjà, vous êtes plus le même, hein, sur la deuxième, hein. Je sais ce que je dois faire à quel moment pour essayer de gagner ce Tour de France qui viendra dans quelques épisodes avec Jakob Fuglsang. En tout cas, je le sais mieux que ce que je le savais au départ. Mais au-delà de ça, surtout, ben, c'est cette Ineos, là, je sais plus, qui est vraiment dangereuse. Mais pas tant que ça de la part de Geraint Thomas. Je trouve que Geraint Thomas, par exemple, là, dans la database que j'ai prise pour démarrer cette partie, donc je rappelle, c'était PCM France, Geraint Thomas un poil moins dangereux que sur WorldDB, par exemple, sur la toute fin là, de Pro Cycling Manager 2018,
où Thomas par moment était juste injouable, alors que là on peut quand même arriver à l'embêter un petit peu. Il a que 76 en vallon et il est prenable par moment. Un autre qui est aussi un peu prenable, c'est Chris Froome. Chris Froome qui a vu ses notes un peu baisser en vérité, et par le jeu, hein. Je n'ai rien fait bien sûr, un peu baissé, et surtout en se disant, bah finalement, est-ce que le meilleur chez Ineos, là, dans le jeu, déjà, c'est pas Bernal, quoi, tout simplement. C'est vraiment une question. Mais en tout cas, c'est pas nécessairement Chris Froome, même si on aura d'autres aperçus par la suite. Par exemple, Chris Froome, là, sur ce Tour du Pays Basque, je spoil rien si je vous dis que, en fait, il a été transparent. Il était là, hein, mais il était transparent. Donc, victoire pour Kwiatkowski, deuxième place pour Fuglsang. Est-ce qu'on va récupérer un peu de temps, en fait, sur cette arrivée? C'est une petite question. Vous savez, il y a toujours les espoirs un peu fous. Oh non, non, pas du tout. Hein. Allez, même temps, ok. Donc on reste quand même à 25 secondes de Dumoulin, à 12 de Thomas. La, finalement, la place prise, là, le top 3 étape pris par Fuglsang n'était que, on va dire, encourageant moralement, parce qu'on arrive là maintenant dans le money time, dans le moment où tout va compter. Arrive au sommet, ou quasiment en tout cas. Il y a un léger replat en fait au niveau du sommet, mais là il y a quelque chose à faire, et c'est maintenant. C'est pas en attendant l'étape 6, c'est tout de suite maintenant qu'il faut essayer de frapper, et donc je vais m'y attacher. Il y a cette ascension dans laquelle on est là, qui est excessivement violente. Regardez tout le rouge dans la, on va dire pour les trois quarts de l'ascension, qui sont excessivement violents. Et ben c'est là qu'on va appuyer, c'est là qu'on va pas se gêner pour essayer de faire mal. J'essaye aussi de garder du monde qui puisse mettre sur orbite Fuglsang dans la dernière montée. Parce qu'en fait, si vous consommez trop tôt dans ce jeu, en mode extrême, si vous consommez trop tôt, on pourrait dire ouais c'est cool, ça fait mal à l'adversaire, etc. Ben non. En fait, ça fait mal à personne. Parce que les types, ils sont calés dans vos roues, vous épuisez vos coéquipiers, et par contre, eux, ils restent bien frais, et après, ils vous plantent la dague au moment où ça fait mal. Du coup, patience, on ne s'excite pas, on ne s'enflamme pas, on s'ajuste simplement avec full sang pour taper, là encore, au moment où ça fera mal. Et donc ça va être tout l'objet là voilà de mon étape 5 et de mon étape 6. Je me suis un petit peu plus attardé sur la 5 et la 6 que sur 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que tout simplement 1, 2, 3, 4 étaient moins palpitantes, et surtout elles offraient moins de possibilités de jeu, de stratégie. Là pour le coup, sur 5 et 6, on a plus de possibilités. Par exemple, je vais demander à Miguel Angel Lopez de se sacrifier sur le début de la montée. Ensuite, c'est Yon Isagire qui va prendre le relais, et qui va là encore nous mettre dans les meilleures dispositions avec Jacob Fuglsang. Pourquoi est-ce que vous voyez un Sanchez qui était longtemps dans la rousse? Parce qu'en fait, il était dans une bonne forme, Sanchez, sur ce tour du Pays Basque, et en vérité, il était pas loin de pouvoir apporter quelque chose. Après, il s'avère que non. Il s'est finalement épuisé dans les forts pourcentages de cette ascension, mais il a globalement été assez précieux, et vous allez voir que le rôle n'est pas terminé. Allez, c'est bon. Fuglsang, tu libères toute ta puissance, mon grand. Alors évidemment, on se tue un peu à l'effort. Hein. Il y a un Dan Martin, hein, puisque on a déjà évoqué le cas de Kwiatkowski, Alaphilippe et Valverde, qui sont quand même trois clients devant l'éternel pour ce genre de tour, pour ce genre de course par étape. Il y a un Dan Martin qui n'est pas non plus le dernier. Hein. Honnêtement, quand tu es sur Pays Basque, Dan Martin, il a son mot à dire. Et Dumoulin a bien résisté. A-t-on repris du temps? C'est toute la question. Geraint Thomas aussi, hein, il a réussi quand même à limiter la casse. Eh ben oui, on a repris 12 secondes. Merci le jeu. Merci le jeu d'avoir comptabilisé, parce que je vous avoue qu'au moment où je franchis la ligne, je me suis dit, ouais, pas sûr. Pas sûr qu'on se retrouve pas encore une fois avec le même temps. Eh ben ça va. L'offensive a payé, l'attaque a payé, l'esprit offensif aussi. Et je vais faire un choix un peu bizarre en apparence sur le dernier jour, c'est que je ne vais pas protéger Lopez ni Ion Isagire. Je vais protéger plutôt des hommes en forme. Malgré sa légère blessure, Bilbao, il est en forme. Je vais protéger Luis Leon Sanchez et Peyo Bilbao, parce que je pense que ce sont eux qui sont à même d'aider le plus Jakob Fuglsang. Le but étant cette fois-ci ambitieux, hein,
terminer la dernière difficulté du jour, la terminer avec quasiment full bar pour Jacob Fuglsang. Parce qu'après, il faut qu'on puisse envoyer quelque chose que l'IA soit incapable à la, que l'IA soit incapable de combattre, à laquelle elle soit incapable de faire face. C'est donc dans les clous pour le moment, puisqu'il y a une descente, un replat. On va se retrouver avec un Fuglsang dans les starting blocks. Attention, moi, si Romain Bardet part, je laisse partir. Si Dan Martin s'en va, pareil. Si Roglic s'en va, c'est pareil. C'est pas eux qu'il faut regarder. Il y a un gros plateau sur ce Tour du Pays Basque au passage. Il y a Bob Jungels qui bosse pour Alaphilippe. Il y a beaucoup de monde. En fait, il y a à peu près tous les gens qu'on peut imaginer. Lopez n'était pas protégé. Il avait de toute façon un rôle mineur en cette fin de Tour du Pays Basque. Il est là juste pour les jours de course, Lopez. Donc il n'y a pas de drame non plus. Allez, c'est parti. Sanchez a terminé son boulot. On va essayer, en prenant le côté gauche de la route, de s'échapper. Mais regardez qui est-ce qui nous colle au Basque. C'est Dan Martin, le chien. Je rigole, mais ça m'a gonflé. Parce que c'est lui qui ramène tout le monde. Enfin, il y a Bob Jungels aussi qui ramène. Mais regardez, on est pas mal. Parce que on a encore de la barre. Du coup, là, je vais calmer. Surtout pas commencer à descendre à zéro. On a tenté notre attaque. Est-ce que c'est fichu? Moi, je pense que c'est jamais fichu quand il reste une descente, en fait. Quand il reste une descente, on a toujours un truc à espérer, que ce soit avec Fuglsang à 77 de descente, ou bien à la Philippe dans d'autres parties, ou Mathieu Van Der Poel, etc. La caractéristique descente, c'est vraiment un truc que j'adore en vérité, parce que ça vous permet de récupérer, mais du feu de Dieu, et ensuite derrière de pouvoir repartir à l'assaut. Et c'est ce qu'on va se faire, on va essayer de se faire, évidemment, on va pas se gêner. De toute façon, c'est simple, on peut pas se contenter de viser la bonif 20 secondes, parce qu'au sprint, Fuglsang, jamais il battra Valverde, Alaphilippe, Dan Martin, Kwiatkowski, c'est garanti. Du coup, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Allez, go. Nickel. Très très bon démarrage de Jacob Fuglsang. Et derrière, c'est quasiment que de la descente légère. Donc effort à 99. Et au moment où je vois qu'il n'y a plus que ça à faire, c'est sprint. Sprint, en plus il y a un virage. Donc on sait que dans le virage, le mec s'arrête de sprinter. Donc il ne bouffe pas de barre. Et derrière, allez, on va chercher déjà au moins les 20 secondes. Attention, il ne faut pas que les autres prennent une bonif trop forte. C'est réglé. Jungels, Alaphilippe, tout va bien. On a été chercher ce Tour du Pays Basque et désolé, je ne vais pas la ramener trop, mais on est allé se le chercher au panache, qui plus est. On n'est pas allé le chercher comme un épicier. Donc celle-là de victoire, pour moi, elle est super significative. Elle est plus significative de ce qui nous attend par la suite sur les grands tours, parce que là, j'ai vraiment combattu, que sur d'autres courses qui étaient un petit peu aussi des galops d'essai. Et on enchaîne avec ce qui est aussi un combat dans le style, mais avec cette fois-ci nettement moins d'espoir de victoire, parce que entre le 72 en pavé de Kort Nielsen et le 74 de Lutsenko, ben voilà, j'ai fait le tour de nos meilleures chances en fait sur Paris-Roubaix. Alors, on sait qu'il n'y a pas que la note de pavé qui joue un rôle, il y a également l'endurance, la résistance, mais aussi la note de plaine, ok, bon. Ça ne suffit tout de même pas à nous positionner en favori à l'abord de ce Paris-Roubaix. J'ai décidé d'échapper quelqu'un. Et oui, le dénommé Grosse Def. Voilà, s'est échappé. En fait, c'est un coureur très intéressant parce qu'il a une note assez correcte en pavé, une note assez correcte en plaine notamment. Et lui, il y a peut-être à espérer au final qu'il atteigne, je sais pas, un petit 73, 74, alors que là il est aux environs des 70 en pavé. Il y a peut-être quelque chose à espérer avec ce type-là. Évidemment, comme il est assez faible par rapport à tout un tas de favoris qu'on voit ici s'employer dans presque le final, il a été repris, mais on l'avait laissé s'échapper, bien sûr. L'échappée n'a jamais pris plus de 5 minutes d'avance, donc
il n'y avait pas non plus ouais, un immense danger lié à la contrôler. Non, ce qui est plus dommage, c'est la façon dont Kurt Nielsen s'est fait lâcher. C'était vraiment difficile, hein. Les pavés de Paris-Roubaix, c'est vraiment super dur. Vous avez, même si, voilà, Monsant-Pével qui est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Regardez à quel point Lutsenko il a été obligé de s'accrocher, mais comme c'est pas possible. Il y a même des favoris qui sont lâchés, hein. On avait vu Greg Van Avermaet parce qu'il avait crevé, hein. Mais il y a vraiment. Bon, c'est difficile, Paris-Roubaix, je ne vais pas vous la prendre là. Et alors, il y a toujours ces vagues d'accélération à l'image de celle qu'on voit là. Une vague où tout le monde se tire la bourre, etc. Et après, regardez, ça se calme. Ce qui fait qu'au fond, faut pas trop s'amuser, hein. Faut pas trop s'amuser, mais là, pour le coup, ça avait fonctionné. Je me suis dit, surtout, tu réagis pas. Si c'est pour bouffer de la barre, pour que ça freine juste après, ça sert à rien. Donc, c'était ce que j'avais fait. Et là, maintenant, on est dans le moment décisif. Ben voilà. Hein. Bon, on a compris. Carrefour de l'arbre. Stop. Fin des ambitions pour Lutsenko en sortie de Carrefour de l'arbre. On est fixé. La lutte devant, ouais, il reste encore pas mal de monde, hein. Et puis nous, par contre, on est repris pour, je dirais, jouer les environs de la 15e place avec ce groupe, avec Dylan Van Baarle, avec Stefan Kung. Voilà, bah, on est à notre place, hein, je pense. Jouer la 15e place, c'est déjà pas si mal vu le plateau de spécialistes. Et devant, quand même, devant, ça s'explique. Ça s'explique copieux avec, tiens, comme c'est surprenant, Greg Van Avermaet Sagan et Alexander Christophe qui vient s'imposer. C'est pas la première fois qu'on voit Alexander Christophe gagner sur Paris-Roubaix sans qu'il y ait vraiment de contestation, hein. Pensez à Mathieu Van Der Poel, même dans l'année 2020, là, où finalement il est battu par Christophe, hein. En gros, j'ai l'impression que si on ne le lâche pas, Alexander Christophe, si on ne le lâche pas dans les derniers secteurs pavés, s'il n'y a pas une petite attaque, comme vous savez, de 2, 3, 4, 5 coureurs, et au final, derrière, ça n'arrive pas à rentrer, mais sinon, il est super dur à déboulonner, hein, l'ami Christophe. Bon, je vous avais dit que j'emmenais Lutsenko du côté de la flèche Brabanson. C'est chose faite. Kurt Nielsen également. Mais aussi la surprise, c'est Full Sangar, qu'on voit que Mathieu Van Der Poel. Très très fort là sur ce Brabant, ce pile. Très très fort Mathieu Van Der Poel. Va être dur à décramponner. Arnaud Desmar aussi, qui est dans ce groupe. On est trois, mais en fait on n'est pas les plus forts. Et donc c'est pas tout à fait évident. Ah ouais, attaque de Mathieu Van Der Poel, ok d'accord. On a compris. Il y a Kurt Nielsen. Il aurait fallu que Kurt Nielsen soit positionné en tête de nos trois coureurs pour pouvoir éventuellement garder la roue de Van Der Poel, mais en fait, de vous à moi, avec cette bosse finale là, etc., je suis même pas certain qu'en fait Kurt Nielsen aurait pu taper Van Der Poel au sprint s'il était resté dans sa roue. Je pense même pas. Bon après, on connaît la puissance de Mathieu Van Der Poel, hein. Donc c'est pas une grosse surprise. On vient faire 3-4-5. 3-4-5 pour une course, ouais, chacun n'avait pas l'objectif réel, et puis surtout qui était un galop d'essai pour la suite, hein, et aussi qui me permettait de donner un jour de course supplémentaire, comme je vous l'avais dit précédemment, à Jakob Fuglsang. Bon, très bien. Allez, on est en place. Amstel Gold Race. En fait, je sais pas tellement avec qui j'ai les meilleures chances. Est-ce avec Lutsenko? Est-ce avec Kurt Nielsen? Est-ce avec Omar Fraile? Sait-on jamais? Même Luis Leon Sanchez, quelque part, il est dans la discussion, hein, parce que c'est un très très bon coureur. Il peut avoir, au gré d'une bonne forme du jour, on ne sait jamais, hein, ça peut le faire. Puis sinon, il y a aussi Jakob Fuglsang. Bon, donc à voir. On est dans des difficultés du final. Vous savez que progressivement, il y a toujours un groupe d'une trentaine de coureurs, 20-30 coureurs qui se détachent. Et puis, ce que je vais essayer de faire là, c'est peut-être d'essayer de muscler les choses pour peut-être pour provoquer la réussite d'un des nôtres. Et ben, c'est parti. Le Coberg va pas nous servir
à réellement attaquer ni rien, mais par contre à rester bien devant, notamment avec Lutsenko, hein. Voilà, Full Sang hein, qui arrive, il n'y a pas de problème. Euh, L'idée étant vraiment de rester aux avant-postes. On ne s'amuse pas cette fois-ci à se laisser décramponner dans le Coburg. C'était une tentative que j'avais faite pour tester le truc la dernière fois avec Mathieu Van Der Poel dans, dans un épisode récent. Mais là, on s'amuse pas, hein, on s'amuse pas, on reste bien à l'avant. J'ai pas une confiance immense en la capacité d'accélération de Full Sang, ce qui m'incite quasiment à plutôt utiliser Full Sang pour peut-être mettre sur orbite Lutsenko, étant donné que Magnus Cort Nielsen, il me paraît un peu juste cette année encore pour pouvoir ambitionner la victoire là-dessus. Je pense que c'est pas encore le moment. Ça le sera peut-être hein, l'année prochaine ou peut-être l'année suivante. Ça peut être le moment pour Cort Nielsen. Non, là c'est plutôt donc par la suite. Mais là, c'est plutôt pour Lutsenko. En tout cas, c'est comme ça que je vais le tenter. Et on verra bien ce que ça donne. On a vu que ça avait mis un tout petit temps à réagir parce qu'il n'y avait pas d'équipier réel pour rouler tout de suite dans la foulée de Lutsenko. Et donc, là, il faut essayer de tenir le coup. Il faut essayer de tenir le coup comme un costaud. C'est délicat à la fin, hein, c'est délicat. Et on va quand même tenir le coup, mais sur pas grand chose. Avec Wout van Aert qui revient, Mathieu Van Der Poel. Waouh, c'est pas loin de nous dépasser sur le final, mais non, on a tenu le coup. Donc, grosse satisfaction, parce que je ne pensais pas nécessairement gagner cet Amstel Gold Race. Et au final, l'attaque de Lutsenko a été plutôt au bon endroit. C'est pas une réelle nouveauté. Si vous avez regardé mes séries avec Mathieu Van Der Poel et la Corandor Circus, ça doit pas surprendre énormément de voir à quel endroit j'ai placé l'attaque. Il me semble qu'avec un puncher, si on attaque à cet endroit-là, ça a des chances de passer. Ça veut pas dire que c'est sûr, mais ça a des chances. Après, il faut juste voir dans ces cas-là, est-ce qu'un Alaphilippe ou un Kwiatkowski, est-ce qu'ils vont rouler sur vous ou est-ce que au final, il va y avoir ce petit moment de latence qui va faire que vous avez pris les 20-25 secondes qu'il faut pour aller au bout. Ok, on est sur Flèche Wallonne. Donc là, je vous avoue que j'ai envie de la jouer pour Jakob Fuglsang, hein. Très clairement, Fuglsang s'était mis à la planche pour Lutsenko dans l'Amstel juste à l'instant. Et là, je pense que la stratégie, c'est davantage de mettre Lutsenko à la planche dans le mur de 8 et en approche également. Alors qu'on voit que Kwiatkowski a eu un petit souci de chute un tout petit peu précédemment. Petit souci pour Kwiatkowski, ce qui fait qu'il est peut-être éjecté de la discussion pour la victoire finale. Et voilà, nous, on est dans un groupe comme ça, là, d'une vingtaine de coureurs, avec le moment où il faut peut-être produire un effort. Voilà, c'est parti, on va pas se gêner parce que Alaphilippe est quasiment en train de s'échapper, il s'échappe. Il s'échappe, il y a Mathieu Van Der Poel qui fait un gros effort. Attention, on est en train de se faire surprendre, là il y a Primoz Roglic également juste derrière, on voit Alejandro Valverde un tout petit peu en retrait, et attention, Alaphilippe s'est échappé, hein. Il est légèrement échappé, il faut voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait éventuellement rentrer sur lui. Je vous avais dit que je voulais mettre Lutsenko à la planche pour Fuglsang, c'est ce qui va se produire. Allez, effort maximal d'Alexei Lutsenko pour essayer de placer Fuglsang le mieux possible dans les forts pourcents, à l'approche des forts pourcentages du mur de 8. On est parti. Allez Jacob, tu peux le faire. Tu peux le faire, on y croit. Avec ton petit 62 en accélération et ton 60 pas beaucoup en sprint là, euh, tu peux le faire mon grand, tu peux le faire. Et oui. Et ça, je peux vous dire que c'est pas une mauvaise nouvelle. Cette victoire de Fuglsang sur le mur de 8, waouh, ça m'a fait un plaisir immense. Décidément, Flèche Wallonne, hein, sur ce Pro Cycling Manager 2019, est une course sur laquelle on a plutôt du bonheur. Et honnêtement, c'est pas quelque chose qui était couru d'avance. Donc, deuxième, Roglic à noter. Troisième, Wellens, moins surprenant.
Kwiatkowski hors du coup, mais là c'est plus un fait de course. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. On est plutôt sur une bonne réussite là, dans cet épisode entre celle de Fuglsang, Pays Basque, Flèche et celle de Lutsenko sur l'Amstel. Je me frotte les mains. Je me frotte les mains. On a connu un meilleur bilan que dans l'épisode précédent. Et bah, il me reste plus qu'à vous dire à très très vite pour Liège-Bastogne-Liège qu'on ambitionne plus que sérieusement. Et ben, je sais pas ce que ça peut donner. Je sais pas si Fuglsang peut aussi aller la chercher. En tout cas, je ferai tout dans cet esprit-là. Et si je vois que Fuglsang est un peu juste, à ce moment-là, ce sera pour Lutsenko, en tout cas pour ce qui est de la euh, tentative, hein, parce qu'il n'y a jamais de garantie réelle sur ce genre de monument. Peut-être pas certain d'y aller en claquant des doigts, hein. Surtout, nouveau parcours de Liège qui est quand même assez intéressant, voire passionnant, parce que on met un petit peu d'incertitude en fait, hein. Donc voilà, il faudra pas arriver groupé, hein, ça c'est clair, hein. Si on arrive groupé avec Fuglsang, Fuglsang est battu au sprint, hein. Il faudra essayer de faire comme dans la réalité il y a quelques semaines, quelques mois. Il faudra essayer d'arriver quasiment solo. C'est tout le défi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.